Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire. Je me présente, Mylène Bernard, je suis conseillère en transfert pour le Centre de transfert d'entreprise du Québec. Je vais donner quelques petites consignes avant de débuter l'événement. Donc, comme vous savez, l'événement va se tenir jusqu'à 13 heures. Il va y avoir une période de questions à la toute fin. Nous avons Chantal et Nolwenn, mes collègues, qui sont au soutien support technique. Vous allez à l'occasion entendre leur voix, mais vous ne le verrez pas, malheureusement. Et je vous demanderai aussi au long du webinaire si c'est possible de poser vos questions dans le Q&A et également de mettre vos commentaires dans le chat. Alors, le webinaire d'aujourd'hui, c'est avec notre partenaire Dunton Rainville, avocat et notaire. Nous avons comme conférencière aujourd'hui et je vais leur demander d'allumer leur caméra. Alors, nous avons comme conseillère Maître Andréane Ouimet, avocate, et Maître Gabrielle Fauteux, avocate. Merci beaucoup. Le sujet d'aujourd'hui pour un transfert d'entreprise réussi, 4 aspects incontournables. À vous, mesdames. Bon webinaire. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, on souhaitait partager quelques statistiques récentes qu'on trouvait intéressantes pour mettre la table à la présentation d'aujourd'hui. Alors, au cours des 10 prochaines années, on prévoit qu'il y a plus de 34 000 entreprises qui vont être mises en vente. Et la raison principale, c'est le départ à la retraite de leurs actionnaires fondateurs et qu'il y a seulement 4 propriétaires sur 10, donc 40 des gens qui ont un plan de relève en place. Donc, le plus grand défi de la planification de la relève pour la moitié des chefs de PME, c'est la recherche d'un acheteur adéquat. Puis, une personne sur 5 qui a amorcé un processus de relève a échoué. Donc, le but de démontrer ces statistiques aujourd'hui, c'est de vous montrer que le processus transactionnel, c'est un processus qui est laborieux. Puis, trouver son vendeur ou son acheteur, c'est un peu comme trouver sa perle rare. Une fois qu'on l'a trouvé, on veut être certain de ne pas le perdre pour des erreurs qui sont facilement évitables. Donc, la présentation aujourd'hui, on l'a conçue pour que ce soit un guide pratique. On y a mis plein d'outils qui découlent là, de notre expérience en transactionnel. Donc, les 4 sujets qu'on a sélectionnés là, pour ce faire aujourd'hui. D'abord, c'est l'équipe. Une transaction, ça ne se fait pas seul, puis c'est important d'avoir une équipe qui est compétente, puis de bien comprendre le rôle que chacun des membres va apporter à l'équipe. Ensuite, bien que chaque transaction soit unique, il y a des étapes essentielles à respecter si on veut s'assurer que notre transaction soit réussie. Ensuite, on va discuter des documents qui sont nécessaires pour mener à terme la transaction et surtout des choses qu'on peut y prévoir. Et finalement, on va traiter du volet humain. C'est souvent sous-estimé le rôle que l'humain peut jouer dans la transaction et combien important. Donc, d'abord et avant tout, allons-y avec l'équipe. Donc, l'importance d'une équipe de professionnels solides, puis le rôle que chacun va être appelé à jouer. Donc, on a essentiellement ciblé 6 types de joueurs dans notre équipe. Donc, d'abord, on a les conseillers juridiques, les évaluateurs d'entreprise, les comptables, les fiscalistes, les banquiers, puis les conseillers ou courtiers en transfert d'entreprise. Donc, d'abord, on commence avec les conseillers juridiques. La raison pour laquelle on voulait débuter avec les conseillers juridiques, c'est parce que vraiment, les conseillers vont être en contact avec tous les intervenants et ce, tout au long de la transaction. Donc, vraiment, c'est eux qui vont avoir une vision globale de la transaction puis des prochaines étapes à venir. Puis, ils vont agir un petit peu à titre de chef d'orchestre pour pouvoir s'assurer que toutes les étapes vont bon train puis qu'on respecte les délais. Donc, d'abord, le rôle premier d'un conseiller juridique, tant pour le vendeur que pour l'acheteur, ça va être vraiment d'écouter le client puis de s'assurer de bien comprendre l'entreprise pour être en mesure de conseiller le client puis l'accompagner dans le processus puis le rassurer là, tout au long de la transaction. Puis aussi, c'est de bien comprendre les enjeux, hein, dans le rôle d'écoute, c'est aussi de cibler les enjeux parce que par la suite, un des rôles qu'on a comme conseiller juridique, c'est évidemment d'aller négocier et défendre les intérêts de notre client. Alors, si on part avec les mauvaises prémices, les mauvais enjeux, parce que ce que ça risque de faire, c'est que ça peut entraîner des réactions qui ne sont pas souhaitables de la part de l'autre partie et ça peut impacter évidemment sur la bonne continuité de la transaction. Puis donc une fois qu'on a soulevé les enjeux,
On négocie là, entre les parties, puis on s'assure vraiment de défendre les intérêts de notre client. Puis une fois que les éléments ont été négociés entre les parties, notre rôle, c'est de les transposer de manière claire à l'écrit afin d'éviter qu'il y ait toute ambiguïté possible, et ce, pour diminuer le risque possible de litige. Puis, même si on veut éviter le litige, il y en a un peu moins que ça peut arriver, mais le but, c'est vraiment de travailler en amont et en prévention et prévoir, en fait, que si s'il y a un litige qui survient, ben, c'est quoi le mécanisme qu'on va utiliser pour éviter de devoir aller à la cour et avoir des longs débats judiciarisés. Exactement. Puis donc, un petit peu comme je le disais plus tôt, on a un rôle en quelque sorte là, de chef d'orchestre. Donc, l'avocat va s'assurer là, du respect des délais et des différentes étapes tout au long de la transaction. Donc, par la suite, un autre membre de l'équipe, ce sont les évaluateurs d'entreprise. Donc, pour un vendeur, un évaluateur d'entreprise va répondre à la grande question, est-ce que je vends au juste prix? Pour pouvoir lui permettre de faire son travail, il va avoir certaines démarches qui vont être à prévoir. Par exemple, ça se peut que votre évaluateur ait besoin d'une évaluation de vos actifs mobiliers et immobiliers. Ça se peut également qu'il ait besoin que vos données financières soient à jour. Donc, si par exemple, une entreprise ne tient pas sa comptabilité mensuelle, c'est sûr que des données financières à jour vont pouvoir permettre à l'évaluateur de faire son travail. Puis, pour le vendeur, il peut également prévoir des facteurs comptables clés en amont. Mais il y a également l'acheteur qui peut bénéficier des services d'un évaluateur d'entreprise. Donc, il va l'aider à répondre à la question, est-ce que j'achète au juste prix? Puis souvent, on a déjà vu ça, des cas d'espèce où un évaluateur va se servir de son évaluation pour pouvoir venir mettre à l'épreuve celle du vendeur. Puis même parfois, ça peut se solder en une différence de plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc, ça peut valoir la peine de faire appel à un évaluateur d'entreprise. Oui, puis tu sais, au-delà du juste prix, il faut penser aussi qu'il faut que ça soit finançable ultimement. Alors, si on n'a pas les justifications au soutien du prix, parce que la valeur des actifs n'est pas là, puis les revenus générés sont pas au rendez-vous, ben l'acheteur va avoir énormément de difficultés à financer cette transaction-là. Donc, on poursuit bien évidemment dans l'équipe, on compte les comptables. Donc, pour un vendeur, un comptable va pouvoir l'aider à se préparer en prévision d'une éventuelle vérification diligente. Il va également pouvoir l'aider à négocier puis à fixer les modalités de la vente. Puis, il pourra même l'aider à préparer un prospectus d'information. Donc, un document qui va rassembler les informations sommaires sur l'entreprise pour pouvoir permettre de mousser l'entreprise auprès d'un bassin de potentiels acheteurs. Puis, pour l'acheteur, un comptable va aider à analyser la capacité financière de l'acheteur. Donc, est-ce que je suis capable de me payer cette entreprise-là? Il va également l'aider à évaluer la viabilité financière de la transaction. Donc, est-ce que c'est un bon coût financier? Puis, est-ce que je vais être capable d'opérer l'entreprise dans le long terme? Puis, il va être capable également d'aider l'acheteur à structurer les modalités de plusieurs scénarios comptables et financiers, parce qu'on sait que ça peut évoluer là, tout au cours de la transaction. Comme on dit, les chiffres parlent, donc c'est important d'avoir un comptable dans un dossier parce que c'est un allié considérable parce que souvent, ben, l'acheteur va, quand on est du point de vue du vendeur, ben, de l'acheteur, mais que c'est le vendeur qui vend, évidemment, l'acheteur va vouloir, va vérifier les chiffres de son côté. Et s'il y a certaines années ou certains épisodes ou certains événements qui ont fait en sorte que, par exemple, au bilan, il y a certaines dépenses que normalement on a eu dû à faire, mais que c'est exceptionnel, ben, c'est le comptable qui va donner les justifications, qui va pouvoir expliquer pourquoi on ne doit pas en tenir compte dans la valeur de l'entreprise de certains cas isolés comme ça. Euh, Comme tu l'as dit, Gabriel, aussi, c'est sûr que ça nous aide à structurer tout l'aspect financier de la transaction. Puis c'est le comptable souvent qui va nous donner en fait les outils ou les mécanismes à prévoir, que ce soit au niveau de l'ajustement ou au niveau de comment on va payer au niveau de la transaction, le prix de vente, comment on va le moduler. Donc, c'est un apport considérable, un comptable aussi dans un contexte transactionnel. Euh, on parlait tout à l'heure d'un évaluateur d'entreprise. Des fois, la réalité est que on n'a pas nécessairement les moyens peut-être de se faire une évaluation en bonne et due forme. Donc, un comptable peut vous aider aussi à établir c'est quoi la valeur de l'entreprise. Euh, et l'autre élément, ben, tu parlais tout à l'heure, Gabriel, d'un prospectus d'information. De plus en plus, on voit ça, euh, des prospectus d'information où on a vraiment l'information euh,
euh, vraiment toute l'information sur l'entreprise qu'on peut communiquer, qu'on appelle un teaser. Et ça peut aider à aller solliciter des acheteurs ou vendeurs. Et d'ailleurs, j'en profite parce que ceux qui ne le savent pas, la CETEC a sur sa plateforme, met à la disposition des membres là, les prospectus comme ça. Donc, c'est accessible sur le site de la CETEC. Oui. Ben, juste vite, vite, je vais juste intervenir, puis ce sera fait, parce qu'il y avait une question d'ailleurs dans le chat. On a une plateforme, si vous allez sur le site Internet du CETEC, ça s'appelle l'Index, notre plateforme, où il y a de la mise en maillage entre des gens qui veulent vendre des entreprises, des gens qui veulent en acheter. Donc, j'en dis pas plus, vous avez juste à aller sur le site directement ou on s'en parle plus tard. Merci. Merci, Mylène. Donc, je continue avec notre prochain membre de l'équipe, donc les fiscalistes. Tant pour le vendeur que pour l'acheteur, un fiscaliste va permettre d'optimiser les impacts fiscaux reliés à la transaction. Plus particulièrement pour le vendeur, il va pouvoir lui permettre d'avoir une planification post-transaction, mais aussi il va pouvoir lui suggérer des changements corporatifs qui vont pouvoir maximiser sa fiscalité. Et ces changements-là vont devoir être faits en temps opportun. Andréane va pouvoir toucher un petit mot là-dessus là, par la suite. Puis, pour un acheteur, un fiscaliste va pouvoir permettre de proposer plusieurs stratégies fiscales qui vont permettre à l'acheteur d'offrir un meilleur prix encore au vendeur, puis peut-être de se distinguer dans un bassin d'acheteurs potentiels. Un fiscaliste, c'est important parce que c'est lui qui propose les structures, justement, qui vont venir maximiser les impacts fiscaux et c'est le rôle du conseiller de les mettre en œuvre. Donc, il y a plusieurs exemples, puis ils ont plusieurs stratégies. Une des stratégies qui est connue, en tout cas la plus connue, c'est celle de pouvoir bénéficier, en fait, de ce qu'on appelle l'exonération du gain en capital. Alors, c'est important si on veut aller chercher le maximum des impacts fiscaux possibles, il faut songer que les structures, parfois, doivent être mises en place, pas au moment de la transaction, mais vraiment en amont. Comme par exemple l'exemption du gain en capital, ben, il faut à tout le moins que certaines structures soient mises en place 2 ans avant la vente. Donc, c'est à ne pas négliger déjà, là, quand vous avez déjà l'idée de mettre votre entreprise en vente, là, de songer à aller rencontrer un fiscaliste. Du point de vue de l'acheteur, ça peut être utile aussi. Par exemple, il y a certaines structures qu'on peut mettre en place qui font en sorte que les intérêts de votre emprunt peuvent devenir déductibles. Donc, il y a plusieurs gains à faire. Donc, d'où l'importance d'avoir ce membre-là dans l'équipe. De penser à l'impliquer plutôt que tard. Ouais. Donc, par la suite, un allié de taille dans votre transaction, ce sont vos banquiers. Donc, tant pour le vendeur que pour l'acheteur, le banquier va pouvoir proposer un produit financier qui convient aux besoins de la transaction. Les banquiers sont très créatifs et vont souvent collaborer là, pour pouvoir réussir à offrir un produit financier qui va vraiment correspondre aux besoins d'une transaction, là, surtout même parfois là, quand les transactions semblent difficiles à financer. Ils vont être capables d'offrir des solutions très intéressantes. Puis, pour un acheteur, un banquier va pouvoir le rassurer quant à la rentabilité de la transaction. Donc, le banquier embarque un peu dans le même bateau que l'acheteur quand il finance. Il va vouloir s'assurer que les risques là, sont bien contenus. Donc, il va procéder à une analyse des risques en détail. Puis, il va également poser certaines exigences en lien avec la transaction découlant de son analyse de risque. Donc, un banquier, si vous avez des immeubles, pourrait demander des évaluations environnementales, par exemple. Il pourrait également demander l'évaluation de la juste valeur marchande de vos biens, surtout s'il va prendre des sûretés sur ces biens-là. Il pourrait demander des certificats de localisation à jour. Il pourrait demander aussi certaines sûretés, donc des hypothèques, des cautionnements. Puis, c'est lui aussi qui va poser là, des exigences au niveau des assurances qui vont être nécessaires pour assurer la société. C'est le conseiller juridique, si on parlait de structure à mettre en place, là, donc un des rôles du conseiller juridique aussi, c'est de s'assurer que le banquier est au courant que des structures sont mises en place. Parce qu'il n'y a rien de pire, puis ça, on vit ça des fois dans les dossiers où il y avait une image de départ, le dossier de crédit a été monté d'une telle façon, les fiscalistes interviennent dans le dossier, on change les choses, les comptables, on change les choses, puis là, on arrive au déboursement et là, on se rend compte que finalement, le banquier n'était pas au courant qu'il y avait une société qu'on avait mis en place, etc. Donc, c'est important, puis c'est le rôle qu'un conseiller peut jouer. Aussi, le conseiller juridique peut souvent être mandaté par le créancier de l'acheteur pour la mise en place des sûretés. Donc, c'est un autre élément où on peut intervenir.
N'hésitez pas, dès que possible, impliquer votre banquier parce que c'est lui qui va aller vendre, en fait, auprès de son département de crédit le projet pour aller chercher votre financement. Donc, dès le départ, même avant même de signer la lettre d'intention, ça peut être une bonne pratique d'aller consulter votre banquier pour voir s'il voit des risques ou des choses qui risquent peut-être d'être plus problématiques là, pour le faire passer. Finalement, songez aussi peut-être à lui demander s'il n'y a pas une portion des frais de la transaction qui peut être financée. On oublie des fois, là, mais ils ont toutes sortes de produits qui peuvent être offerts et qui peuvent couvrir certains frais de transaction. Puis donc, le dernier membre de l'équipe qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, ce sont les conseillers ou courtiers en transfert d'entreprise. Tant pour le vendeur que pour l'acheteur, les courtiers ou les conseillers vont avoir une expertise en négociation. Puis parfois même, cette expertise-là va être très particulière à un domaine précis. Donc, ça peut être très intéressant là, de bénéficier de cela. Ils vont également avoir une intervention qui est agile. Donc, même si, par exemple, un courtier représente un vendeur, il pourra quand même venir intervenir auprès tant de l'acheteur que du vendeur pour pouvoir essayer de dénouer certaines impasses. Puis, finalement, un petit peu comme l'avocat, le courtier et le conseiller vont jouer un rôle de coordination entre les intervenants au dossier pour pouvoir s'assurer qu'ils cheminent là, dans les délais voulus. Donc, ce qu'il faut retenir vis-à-vis de l'équipe, c'est que chaque collaborateur de l'équipe apporte leur brique à l'édifice. Puis, tu sais, si on le sait, hein, s'il y a une brique qui manque dans une structure, ben, ça fait en sorte que ça peut rendre la structure chambranlante et peut-être même voir à son effondrement. C'est un peu comme on peut faire le parallèle avec une transaction. Donc, le fait qu'il y ait un manque de communication, de compétences, ce que ça peut faire, c'est que ça peut, allonger les délais. Et si on allonge les délais, ça peut affecter les gens qui sont concernés dans la transaction. Tu sais, si mon vendeur il est prêt à prendre sa retraite, puis finalement les délais s'allongent, 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 ou l'acheteur qui voit une bonne opportunité, puis qui a un timing, excusez l'anglicisme, mais tu sais, qu'il y avait une fenêtre très précise où il était prêt à acheter, ben, le fait de prolonger les délais peut avoir un impact considérable sur la transaction. Ça peut avoir un impact aussi au niveau du portrait financier. On l'a connu là, dans les dernières années avec la fluctuation des taux d'intérêt. Dépendamment de l'ampleur de la transaction, ben, le fait de ne pas d'avoir prolongé les délais, il y a des transactions que finalement, ça devenait trop onéreux pour financer la transaction et il y a eu des transactions tout simplement qui ont avorté. Euh, alors, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que oui, avoir une équipe comme ça implique des frais, mais pensez, puis voyez ça comme que l'équipe va avoir une plus-value pour les gains qu'elle va pouvoir vous faire réaliser. Donc, par la suite, comme je disais un petit peu plus tôt, on voulait vous présenter les étapes essentielles pour éviter les surprises dans une transaction. Donc, comme je disais plus tôt, chaque transaction est unique, mais il y a quand même certaines étapes qui vont s'y répéter. Puis, on peut classer ces étapes-là en trois grands blocs là, qui peuvent apparaître assez simples. Le pré-transaction, la transaction, puis la post-transaction. Donc, pour la pré-transaction, vraiment, on vient mettre la table pour la transaction. Donc, d'abord, on en parlait un petit peu plus tôt là, sur les gains fiscaux qu'on peut réaliser en consultant un fiscaliste. Il y aura peut-être certaines modifications à la structure corporative du vendeur qu'on va vouloir effectuer. Par la suite, on va vouloir établir la valeur de l'entreprise. Donc, on en a parlé un petit peu plus tôt là, en lien avec les évaluateurs d'entreprise. Puis, ça va être de trouver son vendeur ou son acheteur. Puis, finalement, on peut signer une entente de confidentialité. Souvent, cette étape-là peut être interreliée avec celle de trouver son vendeur ou son acheteur parce que l'entente de confidentialité va nous permettre de partager de l'information confidentielle en toute sécurité pour pouvoir justement peut-être venir confirmer l'intérêt d'un potentiel acheteur ou vendeur. Ensuite, c'est la transaction. Donc, d'abord, il y a la lettre d'intention. On va en parler un petit peu plus tard là, de son but puis ce qu'elle contient. Par la suite, il y a la vérification diligente. Donc, dans le cadre d'une vérification diligente, on va faire des demandes d'accès auprès des autorités gouvernementales. On va consulter là, les livres, les registres, les contrats d'entreprise, puis une panoplie de documents qui la concernent. Le but, c'est vraiment de retourner chacune des pierres pour pouvoir s'assurer qu'on a bien ciblé tous les enjeux entourant l'entreprise, qu'on a une vision complète de l'entreprise. Par la suite, on va mettre en place le financement, puis les sûretés qui y sont reliées. On en a parlé un petit peu plus tôt en parlant du banquier.
Puis, on va négocier les ententes contractuelles. Donc, un petit peu plus tard dans la présentation, on va pouvoir vous présenter là, certains documents qui sont particulièrement importants. Puis, finalement, c'est la clôture. Donc, c'est le moment où on signe toutes les ententes qu'on a négociées, qu'on donne vraiment effet à la transaction. Si on peut revenir là, sur l'étape 5 et 6, là, c'est souvent les étapes là, les plus sous-estimées. Puis on va le voir plus tard dans la lettre d'intention, là. La lettre d'intention, c'est souvent la pierre angulaire de la transaction où on prévoit énormément de choses. Donc, il y a une négociation à y avoir qui peut prendre du temps. Et surtout, vérification diligente. Ça, c'est l'étape aussi qui est sous-estimée. Ce qu'on voit, ben, c'est souvent, en fait, dans cette période-là, en fait, que les enjeux, on les découvre. Et c'est souvent l'endroit aussi où les parties ne sont pas nécessairement prêtes. Et souvent, ben, par exemple, si le vendeur n'est pas prêt ou s'il n'est pas à jour dans ces choses, puis qu'il se fait demander une panoplie de documents à consulter, ben, c'est souvent là que ça va nous empêcher de passer à la prochaine étape. Parce que au niveau du financement, ben, le banquier il va vouloir consulter certaines choses qui doivent normalement être transmises dans le cadre de la vérification diligente. Donc, si l'information ne se transige pas, ben, le financement bloque. Puis au même moment, ben, si on ne réussit pas à faire notre vérification diligente, même si on tente de négocier, parce que souvent les ententes contractuelles sont comme négociées de façon parallèle, mais tant que les enjeux principaux sont pas vérifiés dans le contexte de la vérification diligente, ça nous empêche aussi de finaliser la négociation des ententes contractuelles. Aussi, ne pas négliger que ben, dans cette étape-là, dès que la lettre d'intention est signée, de tout de suite contacter votre banquier parce que, comme Gabriel le mentionnait, le banquier va vouloir faire une évaluation du risque puis va vouloir avoir certains documents pour le sécuriser dans son investissement. Et donc, ça se peut qu'il vous demande des choses comme des rapports d'évaluation phase 1, phase 2. Et ça peut prendre énormément de temps. Donc, impliquez vos banquiers le plus tôt possible dans la transaction, c'est une bonne marche à suivre. Alors, après tout ça, on pense qu'à la clôture, tout est fini. Ben non. Alors, c'est important aussi de comprendre qu'après la clôture, c'est pas fini. Il reste encore d'autres étapes. Donc, on a tout le volet là, post-transaction. Donc, si dans votre contrat de vente d'action, il était prévu des achetements ou des engagements post-clôture, on va pouvoir en parler un petit peu plus tard, mais ça va être l'occasion de leur donner vie. Puis, il va falloir penser à mettre à jour les permis, les autorisations, les registres publics. Puis, il va également falloir penser à nos communications d'affaires. Donc, ça peut être une bonne idée de préparer un plan de communication pour les employés, mais également là, pour les clients et les fournisseurs pour pouvoir les aviser là, de la belle transaction qui aura eu lieu. Donc, comme je disais un petit peu plus tôt, il y a une panoplie de documents qui entourent une transaction, mais nous en avons ciblé 3 qui nous apparaissent particulièrement névralgiques dans le cadre d'une transaction. Puis, c'est de ces documents qu'on souhaitait discuter avec vous aujourd'hui. Donc, d'abord, il y a l'entente de confidentialité. L'objectif d'une entente de confidentialité, c'est d'établir un cadre à l'intérieur duquel on va pouvoir échanger de l'information confidentielle avant la transaction, mais en toute sécurité. Mais surtout, là, la plus-value d'une entente de confidentialité, ça va vraiment être pour le vendeur, la société cible, puisqu'on va chercher à les protéger s'ils ont divulgué de l'information en cas de retrait de l'acheteur. Il faut y penser, c'est possible que votre acheteur, ce soit peut-être votre principal compétiteur. Donc, on veut s'assurer que quand on lui divulgue de l'information qui est sensible, on soit bien protégé. On a souvent tendance à penser que l'entente de confidentialité, c'est un document standard, mais au contraire, euh, ça varie énormément en fonction des besoins. Qu'est-ce qui va établir, qu'est-ce qui va moduler, en fait, l'entente de confidentialité? C'est souvent, bon, à qui je vais envoyer mon information? Est-ce que c'est un acheteur unique? Aussi plusieurs acheteurs que je veux solliciter? Est-ce que c'est quoi l'information que je vais aller leur fournir aussi? Parce que, dépendamment, si on veut aller solliciter plusieurs offres, ben, la première approche va être peut-être de leur envoyer l'information financière, mais qui est peut-être pas de l'information sensible, dans le but d'aller solliciter des offres, des lettres d'intention. Donc, puis aussi, ça peut se faire en 2 étapes, c'est-à-dire on peut d'abord, justement, quand on dit qu'on veut solliciter plusieurs acheteurs, ben, on peut faire signer une première entente de confidentialité
où on sait que l'information sensible ne sera pas communiquée à ce moment-là. Et dans une deuxième phase, ceux qui manifestent plus d'intérêt, ben, à ce moment-là, on peut aussi refaire signer les ententes de confidentialité-là, mais avec des clauses un petit peu plus sévères, plus dissuasives. Euh, donc, c'est important de songer. En fait, j'ai des quelques petits éléments de réflexion là, auxquels vous pouvez songer là, lorsque vient le temps de rédiger votre entente de confidentialité. Comme Gabriel le disait, quand c'est un concurrent, pensez à mettre des engagements de non-sollicitation, de non-concurrence, surtout si vous avez à communiquer de l'information en lien avec les employés ou les clients. Aussi, identifier les personnes qui vont avoir accès à l'information confidentielle. Souvent, ce qu'on voit, c'est des ententes de confidentialité très générales où l'information peut être communiquée auprès de la personne qui reçoit l'information, mais surtout, mais la bonne pratique serait, en tout cas, de vraiment cibler d'abord qui va être les personnes qui vont avoir l'information, puis par la suite, si la personne va avoir, si d'autres personnes veulent avoir accès à cette information-là, ben, de prévoir un mécanisme pour demander l'autorisation à ces personnes additionnelles-là d'avoir accès à l'information. Comme je le mentionnais aussi, information sensible, on peut prévoir aussi dans le temps à quel moment certaines informations plus sensibles vont être divulguées à l'autre partie. Aussi, prévoir des pénalités, c'est pas toujours le cas. Euh, Même des dépôts, on peut prévoir ça. Ça peut permettre de vous assurer du sérieux de la démarche de l'acheteur. Euh, et donc, ben, c'est des choses auxquelles penser là, pour bonifier vos ententes de confidentialité. Donc, par la suite, un document primordial dans une transaction, c'est la lettre d'intention. La lettre d'intention va venir fixer les balises de la transaction. Ces balises-là vont pouvoir être confirmées ou infirmées lors de la vérification diligente. Puis peut-être qu'éventuellement même, elles vont se retrouver dans votre convention de vente d'action. C'est également le document qui va établir les étapes à accomplir, puis les délais aussi. C'est un document qui est hyper important et de ce qu'on a pu constater au fil des dernières années, c'est que de plus en plus, les lettres d'intention sont de plus en plus personnalisées, de plus en plus précises. Et ce que ça fait, c'est que à l'étape, comme on l'avait vu tout à l'heure, à l'étape des ententes contractuelles, mais plus on est précis dans la lettre d'intention, dans ce qu'on demande, dans ce qu'on précise, mais moins il va y avoir de négociations, puis moins il va y avoir de, de choses à négocier, peut engendrer certaines réactions des parties. Parce que si les choses n'ont pas été déjà en amont négociées ou prévues, surtout si on sait que c'est des choses qui sont importantes, soit pour l'acheteur ou pour le vendeur, ben c'est ça. Ça peut créer des réactions des inquiétudes, d'avoir certains éléments nouveaux qui arrivent, qui advient à l'entente contractuelle. C'est sûr qu'on ne peut pas tout régir non plus dans la lettre d'intention parce que, comme vous le savez, puis comme on l'expose, il y a beaucoup de choses qui vont être confirmées dans le cadre de la vérification diligente, puis qui va nécessairement peut-être devoir être prévues dans la convention de vente par la suite. Je pensais que Gabriel faisait quelque chose, c'est bon. Non, non. OK, parfait. Alors, ce qu'on oublie souvent d'y prévoir, bon, les exclusions. Super important. Lorsqu'on on transige des actifs, la question se pose moins parce qu'on choisit les actifs qu'on achète. Maintenant, pensez que dans un contexte de vente d'entreprise, normalement, c'est l'entièreté de ce que l'entreprise possède qui est vendu par l'entremise des actions, mais la société, elle est vendue dans son entièreté. Alors, songez à peut-être prévoir s'il y a des choses qu'on voudrait exclure avant. Aussi, des garanties qu'on voudrait exclure. Je donne l'exemple qu'on voit souvent dans les transactions en matière commerciale, les immeubles. Bien, les immeubles, si on ne prévoit pas que l'immeuble est vendu sans garantie légale, elle est vendue avec une garantie légale. Donc, c'est pas mal mieux de négocier maintenant. Si c'est votre intention, c'est de ne pas vendre avec la garantie légale, bien, prévoyez-le maintenant. Comme ça, vous annoncez déjà d'avance vos couleurs. Euh, les ajustements. Ça, c'est souvent un enjeu dans les transactions. Et tu sais, lorsqu'on parlait tout à l'heure des membres de l'équipe, là, le comptable est un allié vraiment considérable pour rédiger ces fameuses clauses d'ajustement-là. Parce que lui, effectivement, le comptable va avoir eu l'occasion d'étudier les résultats de l'entreprise, d'avoir une idée de où il pourrait y avoir des ajustements possibles. Donc,
en ayant des ajustements très clairs, ben, à ce moment-là, on sait à quoi s'attendre. Puis le vendeur, surtout, sait à quoi s'attendre si jamais on ne rencontre pas certains seuils ou certaines choses. Et pensez faire un calcul, parce que des fois, les mots, c'est bien, mais ça peut être susceptible d'interprétation. Un calcul, c'est plutôt objectif. Donc, ça peut enlever des éléments de négociation, d'incertitude. Les sûretés. Lorsque euh, les ajustements, là, j'ai vu un commentaire, là, les ajustements, c'est sur le prix de vente. Donc, l'acheteur, souvent, va présenter euh, un montant. Donc, il est prêt à acheter, en fait, la compagnie pour un prix X, mais sur la base que les inventaires ont un certain seuil, que les actifs sont, euh, que l'encaisse est à un certain niveau, que le fonds de roulement a un fonds de roulement a un certain montant cible dans le compte bancaire. Donc, si ça s'avère pas être le cas au moment de la transaction, on a fondé le prix de vente basé sur ces éléments-là. Alors, c'est là qu'on prévoit un ajustement du prix de vente, qui peut être soit à la hausse, parce on peut avoir prévu un ajustement plus bas que ce que la réalité est. À l'inverse, ça peut engendrer une baisse du prix de vente. Donc, pour revenir aux sûretés, c'est ça. Souvent, lorsqu'on a une balance de prix de vente, euh, la part du vendeur, ben, on oublie des fois de prévoir dans la lettre d'intention qu'est-ce qu'on va demander pour garantir cette balance de prix de vente-là. Et c'est important de le prévoir parce que souvent, ce qu'on réalise, c'est qu'à l'étape du financement, ben, l'institution financière va vouloir prendre certaines garanties. Et là, quand on arrive tard dans le processus avec les garanties qui nous sont demandées de la part des vendeurs, ben, souvent, il peut y avoir des choses qui ne sont pas conciliables avec les sûretés que l'institution financière veut prendre. Donc, important de le prévoir dès le départ. Et finalement, les pénalités. Pénalités, on peut le prévoir soit pour advenant une rupture des négociations. Donc, si quelqu'un veut se retirer des négociations, on peut prévoir qu'il est assujetti à une pénalité. Ou sinon, on peut voir aussi des pénalités. Tu sais, si par exemple, c'est important dans le contexte de la transaction que le vendeur demeure présent pendant une certaine période de temps, qu'on appelle une période de transition harmonieuse. Bien, c'est important de prévoir parce que s'il quitte avant un certain temps, bien, qu'il s'expose à certaines pénalités parce que souvent, bien, dépendamment du contexte de l'entreprise, le vendeur, ça peut être névralgique qu'il demeure dans l'entreprise un certain temps. C'est ça qui assure le fait qui fait en sorte qu'on a payé le prix comme acheteur que l'on donne parce qu'on veut s'assurer que le vendeur demeure dans l'entreprise. Donc, c'est important pour le dissuader de ne pas être dans l'entreprise, de prévoir des pénalités. L'acheteur aurait peut-être pas payé aussi cher s'il avait su que le vendeur ne resterait pas là pour un délai X après la vente. Donc, le prochain document qu'on voulait vous présenter, c'est la convention de vente d'actions. Donc, c'est vraiment le document central de la transaction. C'est ce document-là qui va venir confirmer et préciser les modalités de la vente. Donc, c'est là qu'on va prévoir certains éléments qui auront surgi durant la vérification diligente, par exemple, puis qu'on va vraiment mettre par écrit tout ce qui aura été négocié. C'est ça. Tu sais, à l'étape de la convention de vente, d'un point de vue du vendeur, ce qu'il veut, c'est qu'il veut avoir une certaine quiétude d'esprit, hein, parce qu'il vend son entreprise, puis lui, il a travaillé un bon nombre d'années, puis le montant qu'il reçoit dans le contexte d'une transaction, c'est son fonds de retraite. Et du point de vue de l'acheteur, ben, lui, il veut calculer ses risques et acheter avec certaines garanties. Alors, c'est vraiment cette étape-là qu'on doit trouver une espèce d'équilibre dans tout ça. Puis une façon d'y arriver, euh, d'abord, c'est soyez précis dans les représentations et garanties. Souvent, l'étape des représentations et garanties, où on donne certaines déclarations par rapport à l'entreprise, s'il y a des événements qui sont survenus par le passé, ben dites-les. De cette façon-là, ben, l'acheteur achète en connaissance de cause parce que ces choses-là lui ont été divulguées. Même chose au niveau de la vérification diligente. Une fois qu'on décèle quelque chose dans la vérification diligente, bon, des fois, ça peut donner lieu à un ajustement du prix de vente à la baisse, dépendamment de qu'est-ce qu'on retrouve. Mais souvent aussi, ça peut nécessiter qu'on ait besoin de prendre un engagement pour rectifier certaines choses qui va se passer après la clôture. Mais prévoyez-les, gérez ce que vous découvrez
Parce que, en fait, la façon de voir la convention de vente d'actions, là, c'est vraiment un outil. Un outil qui va prévoir, oui, qu'est-ce qu'on achète, mais aussi un outil qui va prévoir si jamais il arrive quelque chose, il y a une réclamation qu'on n'avait pas anticipée, ben, il faut que ça soit précis, il faut que les règles du jeu soient là, puis qu'on ne se pose pas la question, puis qu'on se remette à ces mécanismes-là qu'on va avoir prévus de façon précise dans la convention. Euh, puis un autre élément, euh, est-ce que Mylène, tu veux dire quelque chose? Là, c'est juste que par rapport à ce que vous êtes en train de, excusez-moi, de discuter, il y a quelqu'un dans le chat qui a écrit au niveau de la vérification diligente, y a-tu des grands classiques, c'est pas le même qui l'a écrit, qui sont, tu sais, qu'on voit des transactions avortées à Oui, cause de ça oui. précisément. Ouais. Comme ça, les gens vont se dire, ben, si je peux développer un réflexe tout de suite en partant, poser ces questions-là avant que ça arrive, là. Voilà. Le plus gros enjeu qu'on voit dans les transactions là, depuis quelques années, là, c'est sans contredit tout ce qui est matière environnementale. C'est ce que j'allais dire aussi. Ça, là, c'est. Vraiment. Puis l'ampleur peut être considérable. Et tant qu'on ne va pas au bout, tu sais, au bout de la démarche, puis on se rend pas, parce que, vous savez, là, il y a toujours une phase 1, puis c'est dès lors que la phase 1 décèle une problématique environnementale ou quelque chose à aller investiguer davantage, on procède à la phase 2. La phase 2 va venir vraiment évaluer en prenant des carottages dans le sol. Bon, c'est quoi le niveau de contamination? Puis qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce qu'on rentre dans les critères du gouvernement? Parce qu'il y a certains critères dépendamment de bon, c'est en matière commerciale, les critères sont moins élevés qu'en matière résidentielle, mais on doit rester à l'intérieur d'un certain seuil. Et si la contamination excède ce seuil-là, ben, à ce moment-là, il faut aller à une phase 3 qu'on appelle, qui est la réhabilitation. Et là, ben, ça peut prendre des dimensions Ça peut importantes prendre du temps. et ça peut Oui. prendre du temps. Souvent, le vendeur ne voudra pas vendre tant qu'il n'aura pas vu l'ampleur, parce que oui, on peut peut-être prévoir, ben, on décèle ça, mais c'est très difficile en matière environnementale de dire on va transiger pareil, on va faire la transaction, on va se garder un montant sur réserve, et toi, vendeur, occupe-toi de comme faire les démarches qu'il faut pour décontaminer et me vendre l'entreprise. Il y a des aléas comme ça, il y a des fois il y a des transactions que peux pas tu peux pas comme transiger parce que tu connais pas l'ampleur de la chose. Donc oui, ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué qui souvent est un enjeu. Puis je rajouterais peut-être aussi, dans le cas de la vérification diligente, on va consulter les contrats de l'entreprise. Il y a certains engagements restrictifs aussi. Par exemple, si on a signé un engagement de non-concurrence ou d'exclusivité, on a donné l'exclusivité à une autre entreprise. Mais des fois, là, ça peut être des éléments où ça blesse aussi, là. Merci beaucoup. Gabrielle, on pourrait peut-être aller au volet humain parce que je vois le temps qui file, Oui, puis je pense que c'est un peu, on voulait l'aborder. absolument. Donc, le volet humain, c'est vraiment le volet qui est complètement subjectif d'une transaction, mais qui vient teinter la transaction euh, sur plusieurs volets. Donc, les émotions, ça obscurcit souvent l'esprit des parties. Puis donc, malgré toute l'expertise de vos professionnels, puis tous les efforts qu'ils déploient pour votre dossier, le volet humain, ça représente des impondérables qui vont vraiment pouvoir rendre une transaction plus difficile. Quelques exemples de ça, par exemple, on pourrait penser à une motivation à deux vitesses. Donc, quand mon vendeur ou mon acheteur désire davantage acheter ou vendre l'entreprise que l'autre. Donc, quand il y a un déséquilibre là, au niveau des forces des parties. Donc, on peut penser, par exemple, une mauvaise posture financière d'un vendeur ou un marché très, très niché où on a un petit bassin d'acheteurs pourrait amener un vendeur à concéder davantage que ce qu'il aurait normalement fait. Ou encore, on peut penser à un acheteur qui veut acheter là, à tout prix son entreprise, puis qui fait fi, en fait, là, des risques là, qui sont soulevés dans le cadre, par exemple, de la vérification diligente. On peut aussi penser aux inquiétudes d'une partie qui peuvent mener à de l'intransigeance. Donc, si une partie est très inquiète, là, puis n'est pas rassurée par certains mécanismes qu'on peut proposer, ça peut amener à de l'intransigeance, puis à faire en sorte que les négociations bloquent ou même faire avorter une transaction. On peut également penser tout le contexte de transition harmonieuse. Donc, comme disait Andréane plus tôt, là, quand le vendeur va continuer à travailler dans l'entreprise suivant la transaction, c'est un contexte qui est chargé au niveau émotionnel. Puis, c'est important de comprendre que quand on négocie la transaction, on veut s'assurer qu'il y a une bonne entente entre les parties. C'est primordial, mais il faut également penser à après la transaction. Donc, on souhaite que cette bonne entente-là se poursuive
Puis, on veut garder le vendeur motivé, puis le rassurer aussi pour l'après-transaction. Puis, même chose pour les employés clés. Donc, ce n'est pas parce qu'on leur dit, par exemple, qu'on va les conserver dans l'entreprise que ces employés-là vont nécessairement nous croire. Donc, c'est vraiment important de s'assurer là, qu'on a une transition qui est faite de manière harmonieuse. Puis, on pense également à la charge mentale. Donc, il ne faut pas sous-estimer tout le travail qui entoure une transaction. C'est beaucoup de travail, même si vous impliquez, même si tous les professionnels au dossier vont faire une grosse partie du travail, il n'en demeure pas moins que le vendeur et l'acheteur vont avoir aussi leur rôle à jouer. Puis, je pense par exemple pour les vendeurs, dans une convention de vente, on va prévoir des annexes de divulgation. Puis, pour un vendeur, ça peut vraiment représenter un travail colossal que de ressortir, par exemple, les contrats, des factures, etc. Donc, de faire toute cette paperasse-là, ça peut venir alourdir un quotidien qui est déjà très chargé. Puis aussi, pour les vendeurs, ça peut représenter un enjeu là, d'avoir à cacher la transaction vis-à-vis des employés de confiance, surtout si la transaction s'étire en longueur, mais ça peut miner le moral d'un vendeur à la longue. On ne vend pas une entreprise ou on n'achète pas une entreprise souvent. En tout cas, pour la plupart entre les gens, là. Alors, c'est vraiment difficile d'anticiper la charge émotive qu'une partie peut vivre dans un contexte de transaction, puis à divers moments. Pas juste, c'est des montagnes russes souvent. Alors, qu'est-ce qu'un conseiller peut faire pour vous? Il n'y a pas de recette magique, mais je pense qu'à la base, ce qui est important, c'est d'avoir de l'empathie puis d'écoute. Et l'écoute, pourquoi? Pour essayer de comprendre c'est quoi les éléments de peur. Parce que les éléments de peur, souvent, ben, c'est ça, l'émotion crée, parmi la réaction de l'émotion de la peur, ben, il y a des craintes qui sont souvent pas rationnelles. Alors, c'est le rôle du conseiller de vouloir, de bien saisir ben, dans ce qui peut faire peur, c'est quoi le réel enjeu, puis de quelle façon on peut le recadrer, puis de bien le circonscrire dans une entente contractuelle. Aussi, devant souvent on peut faire face aussi à une position qui est très intransigeante. Fait que c'est important de vous outiller à trouver d'autres solutions qui peuvent être aussi avantageuses. Donc, il ne faut pas toujours voir les situations négatives ou voir que la situation qui est a priori négative, euh, il y a toujours un aspect positif, en fait, même parmi les situations négatives. Puis il y a toujours des opportunités qu'on peut, qui peuvent ressurgir de tout ça. Donc, en conclusion, ce qu'on veut que vous reteniez, c'est que chaque transaction est unique, puis elle a son parcours qui lui est propre. Mais qu'est-ce qui permet de mener à terme une transaction? En fait, on peut résumer ça, on pourrait les résumer en 3 éléments. Exactement. Donc, nous, on a vraiment ciblé là, ces 3 clés. Une préparation adéquate, une communication qui est soutenue entre tous les intervenants tout au long du processus, puis d'aller chercher de l'aide en temps opportun auprès de professionnels qui sont compétents. Pour nous, c'est vraiment la clé là, pour la réussite d'une transaction. Donc là-dessus, on vous souhaite une excellente transaction, puis un très grand succès dans tous vos projets futurs. Merci beaucoup. Merci, mesdames. Énormément de contenu en si peu de temps et avec autant de brio. Merci infiniment. Alors, on arrive maintenant à la période de questions. Je vais te demander, Chantal, est-ce qu'on a une première question ici? On a plusieurs questions. Bon, c'est Il y en a fun, mais plusieurs. Il y en a beaucoup, beaucoup de questions. Ça a suscité beaucoup d'intérêt. Donc, une première question qui est arrivée pendant que vous parliez des membres de l'équipe. Que pensez-vous des cabinets d'avocats ou des entreprises qui proposent toutes les spécialités en interne? C'est souvent moins cher que des indépendants. moi, ce que je vous dirais, là, au-delà du bureau, je pense que, puis on néglige souvent ça, entourez-vous des gens à qui vous avez confiance, puis vous vous sentez bien, puis vous sentez que vous êtes écouté. Ça, c'est la clé parce qu'on passe tellement de temps, là, tant qu'on ne l'a pas Oui. vécu, on ne réalise pas, là, mais entourez-vous des gens à qui vous avez confiance, puis qui vont travailler pour vous. C'est ce que je vous dirais. Donc, oui, ça peut être des solutions. Il y a des gens, mais chaque professionnel, en fait, puis
si vous avez un bon fit avec quelqu'un, souvent, ces gens-là, puis fit, je m'excuse de l'anglicisme, là, mais c'est euh, vous avez confiance en cette personne-là, bien souvent, cette personne-là aussi a son propre réseau qu'elle peut vous référer auprès aussi de comptables qui ont l'expérience dans le domaine ou de gens avec qui elle travaille bien. L'important, c'est que les gens travaillent bien ensemble et communiquent bien. Mhm. C'est la Oui, clé. puis qu'il y ait aussi une expérience en transactionnel aussi, là, c'est vraiment, c'est vraiment un monde à part un peu, là, le transactionnel, là. Donc, ça aussi, là, c'est important à considérer. Parfait, merci. J'ai une autre question. On voit fréquemment des entreprises qui sont achetées par des employés à l'interne. Comment voyez-vous le fait que l'acheteur et le vendeur aient le même professionnel, notamment au niveau de la valeur de l'entreprise? Le professionnel peut-il réellement voir aux intérêts de l'acheteur et du vendeur en même temps? Cette situation se produit même avec des acheteurs en externe à l'occasion. Oui, ben ça, en fait, faut faire attention. Dans la mesure où tout le monde est au courant du mandat conjoint de l'avocat qui travaille pour les deux parties, ça va. Maintenant, dès qu'il y a des intérêts opposés, puis que c'est pas que Ils la sont pas conciliation ne peut pas se conciliables. faire, ils sont pas conciliables, le professionnel doit se retirer. Mhm. Donc, mais oui, c'est possible d'agir dans la mesure où, en toute transparence, on dit les choses, mais ce qu'on dit à l'un doit être dit à l'autre. La grande différence d'un avocat, euh, c'est que nous, en vertu de notre code de déontologie, on prend parti pour une partie. Donc, on Ouais. représente les intérêts d'une partie. Par opposition à quand on a un mandat conjoint, c'est-à-dire qu'on représente les intérêts de deux parties, bien, on doit agir de façon équitable puis en toute transparence. Donc, l'avantage d'aller voir un avocat, c'est pas juste dans un contexte litigieux, là. Un contexte, qu'est-ce qu'il va être capable d'aller me chercher puis de négocier qui voit à protéger mes intérêts et mes intérêts, pas ceux des autres. Mhm. Parfait, merci beaucoup. Combien peut coûter tout le processus incluant tous les spécialistes? Ça, Ça malheureusement, dépend. là, ça dépend tellement. Ça, on aimerait ça pouvoir avoir un barème fixe. Il y a tellement d'impondérables. Mhm. Ça dépend Puis ça, toujours. Vas-y, Gabriel. ben, pardon, mais oui, ben, c'est sûr que la valeur de la transaction, mais en même temps, la valeur de la transaction ne va pas nécessairement non plus dicter le temps que les professionnels vont passer sur votre dossier. Parfois, il y a certains éléments qui vont rendre le dossier beaucoup plus complexe, qui vont nécessiter des analyses un peu plus en profondeur. Donc, ça peut vraiment varier d'un cas à l'autre. Ce que je peux vous suggérer, par contre, n'hésitez pas à dire, ben, écoutez, moi, j'ai en tête tel montant, ou tu sais, quand on aura, si vous voyez que, en raison des négociations, vous voyez que le budget ou la transaction prend une tournure qu'on n'anticipait pas en fonction du budget qu'on s'est fixé, et c'est d'avoir une communication avec son professionnel, parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir confiance à un professionnel, puis par la suite, pas comprendre, puis avoir une facture qu'on n'avait pas anticipée. Je pense que ça se parle dès le départ. Il y a Mhm. des barèmes ou il y a des budgets qu'on peut fixer dès le départ, puis qu'on peut faire évoluer en cours de route, puis expliquer, bon, ben là, Mhm. la vérification diligente dure un petit peu plus de temps que prévu. Voici, on réajuste les budgets. Puis ça se travaille tout le long du dossier. Je pense que ça peut être une Oui. pratique pour vous, bonne Puis pratique à n'hésitez pas adopter. aussi à poser la question, pas juste au début, mais tout au long du dossier aussi à vos professionnels là, pour garder en tête là, ce budget-là. On demande dans le chat si c'est possible de donner une fourchette. Je ne sais pas si c'est trop large par rapport à ce que vous venez de dire. C'est tellement large, c'est tellement variable. C'est ça. Mais je pense que dès le départ, en fait, dépendamment de l'entreprise, puis votre professionnel va être en mesure de juger par expérience, parce que là, c'est tellement large que je peux même pas, mais il va être capable de vous donner une idée du budget quand même, en fonction des éléments de la transaction. Mais ça Mhm. se discute, puis il faut qu'il y ait plus d'éléments pour pouvoir se positionner par rapport à ça. J'imagine aussi même chose, mettons, rédaction de la lettre d'intention. C'est beaucoup de Mhm. collecte d'informations, mais vous êtes quand même en mesure de donner quand même un range. Moi aussi, excusez-moi Oui, l'anglicisme, là, vous êtes capable quand même, là, convention d'achat, vérification Ouais. diligente, en fonction de l'entreprise à laquelle ils sont exact. intéressés, un ordre d'idée quand même, où Ouais. l'indice de marge de manœuvre, d'erreur, je veux dire, est quand même mince, là. Oui. Mhm. Mais oui,
Puis, tu sais, il faut pas. Les gens, des fois, confondent le fait que c'est pas parce que la transaction, le montant est plus élevé qu'il y a plus de travail à faire. Des fois, des petites transactions peuvent nécessiter énormément de travail. Fait que c'est pour ça que je vous dis, ça peut varier. C'est pas, on peut pas dire que parce que la transaction, c'est 1 million au moins, c'est sûr que ça va me coûter en bas de 10 000 $. C'est trop complexe. C'est plus complexe que Mhm. ça. Ouais. Parfait, merci beaucoup pour la précision. Une prochaine question. Quelle est la portée légale d'une lettre d'intention versus l'offre d'achat? Existe-t-il une différence? Oui. Maintenant, les deux sont pas nécessairement contraignables en ce que ben, l'offre d'achat va l'être, mais va avoir une certaine contraignabilité, mais qui est sujet à rencontrer certaines conditions. Donc, si on ne rencontre pas les conditions qu'on a signées, puis il y en a aussi dans les lettres d'intention d'ailleurs, là. Donc, les deux documents vont nécessiter quand même un document officiel qui va venir statuer pour comme cristalliser la vente, là, concrétiser la vente, c'est-à-dire, il va quand même y avoir dans les deux documents la nécessité d'avoir un dernier document qui scelle la vente. La grande différence entre une offre d'achat et une lettre d'intention, c'est que l'offre d'achat contient l'ensemble des représentations et garanties donc, ce qu'on vous parlait en fait à l'étape de la convention de vente d'actions. Et donc, la difficulté avec une offre d'achat, c'est que si on la signe normalement avant la vérification diligente, donc on se trouve à négocier d'avance des clauses, des représentations des garanties, alors qu'on n'a même pas encore l'idée de ce qui se trouve dans l'entreprise, les particularités de l'entreprise. Donc, c'est pour ça que c'est préférable d'y aller avec une lettre d'intention, avec des modalités financières, des ajustements et autres plus précises, et de s'en remettre parce que, en fait, on ne se le cachera pas, les représentations garanties, la base est la même. Qu'est-ce qui crée la négociation? C'est les particularités de l'entreprise qu'on va venir préciser dans les représentations garanties pour venir faire des déclarations précises sur Mhm. l'entreprise dont il est question. Donc, c'est la principale différence entre les deux documents. Parfait, merci beaucoup. On nous demande à quelle étape la valeur de l'entreprise est déterminée et négociée. Ben, c'est dès le départ. C'est ça. Mais en fait, euh, comme on parlait un petit peu plus tôt là, durant notre présentation, on veut, par exemple, un vendeur va vouloir essayer de déterminer sa valeur d'entreprise dès le départ parce que c'est sur cette base-là qu'il va aller négocier peut-être au début plusieurs acheteurs, puis peut-être finalement avec un seul acheteur. Donc, d'avoir la valeur d'entreprise, c'est vraiment au tout début du processus parce que quand on va signer la lettre d'intention, on va avoir quand même une idée de cette valeur-là. Parfois, elle va être très précise, d'autres fois, ça va dépendre. Là, on va plutôt prévoir les composantes qui vont être considérées pour établir la valeur. Il va quand même avoir une base qui va euh, vraiment là, jeter les premières bases pour la négociation, en fait. Parce que si vous ne l'évaluez pas dès le départ, ce qui va arriver, c'est que là, on va avoir une valeur qui se fonde sur certaines choses, mais qui n'est pas fondée nécessairement sur les actifs ou sur les revenus. Puis là, au stade de la vérification diligente, quand les comptables vont commencer à se mettre le nez dans les chiffres, ils vont dire, ben, ça sort d'où cette valeur-là? Et Mhm. ça risque, à ce stade-là, alors qu'on va avoir négocié une lettre d'intention qui va prendre du temps puis qui va nécessiter des coûts, on risque d'arriver au stade de la vérification diligente et se faire dire, ça ne fonctionne pas, il n'y a rien qui justifie les chiffres. Alors, moi, c'est une Mhm. condition que, au moins, ce que je constate, c'est que le prix, je puisse le constater puis que ça vale vraiment ça. Donc, ça va juste retarder la rupture des négociations. Mais ça arrive de retarder la rupture des, ben, pas de En fait, retarder, mais de rompre les négociations. Puis vous allez avoir engagé tous les frais c'est qui vont ça. avant. Fait qu'on veut éviter ça. Mhm. Puis aussi, il faut considérer qu'il y a plusieurs méthodes là, pour pouvoir évaluer une entreprise. Donc, peut-être que vous avez en tête une méthode de calcul comme un multiple de Bayes, par exemple, mais il y a beaucoup plus que ça. Puis il y a différents types d'entreprises qui se valorisent de différentes manières aussi. Donc c'est important, là, c'est ça, d'aller chercher la valeur la plus exacte possible. Parfait, merci beaucoup. Une autre question. Quelle est la portée des clauses de non-concurrence de ne pas aller travailler pour un compétiteur notamment? Devant un tribunal, est-ce qu'il y a des jurisprudences? Exemple, le tribunal pourrait-il trancher qu'on ne peut empêcher une personne de gagner sa vie? Oui. Oui, puis par contre, l'enjeu avec les clauses de non-concurrence, c'est que
Il faut qu'elle soit restreinte aux activités qu'elle vise, quant au territoire qu'il vise, puis quant La à la durée. durée. Donc, les tribunaux vont quand même porter une attention particulière en ce qu'il faut que les intérêts légitimes de la société soient couverts par ces trois critères-là. Mais si on va au-delà des intérêts légitimes, ben dans ce cas-là, cette clause-là peut être invalidée. Donc, ce serait un cas où on aurait peut-être pu prévoir une clause de non-concurrence qui serait invalidée par un tribunal. Puis dans ce cas-là, c'est comme si elle ne s'appliquerait pas. Mais si notre clause de non-concurrence, elle est raisonnable, elle va tenir, puis elle va empêcher la personne de travailler effectivement dans le type d'activité qui a été visé, sur le territoire visé, puis pour la période visée. Parfait, merci. Une prochaine, là, il nous reste 5 minutes avant 13 heures, donc peut-être faire une réponse courte. Nous avons une entente de confidentialité de signer. Nous avons transmis l'évaluation à l'acheteur potentiel et quelques bilans. Maintenant, l'acheteur voudrait connaître le détail des contrats clients avec les prix, le nombre d'heures par client. Je trouve la demande pointue et sensible alors qu'il n'y a pas de lettre d'intention. Est-ce que sa demande suit le cours normal des choses ou elle devrait arriver après la lettre d'intention? J'ai peur qu'une fois avec l'information en main, qu'il se retire et que l'information lui serve dans le futur. Mais je pense que votre préoccupation, elle est fondée. Et donc, effectivement, ça, c'est le genre d'information que ça vaut la peine de. C'est le genre d'informations qui vont pouvoir être communiquées dans le cadre de la vérification diligente dans un deuxième temps. Effectivement, les informations sensibles, la recommandation que je ferais, c'est d'avoir au moins les documents contractuels de signer avant de transmettre des choses qui peuvent être névragiques pour la compagnie. Même si dans l'entente de confidentialité, on dit que c'est demeure confidentiel, il n'en demeure pas moins qu'une fois que l'information est divulguée, la personne qui le reçoit va l'enregistrer, puis même si elle vous retourne l'information à la fin, il reste quand même qu'elle a eu l'information. C'est pour ça qu'il faut faire preuve De de prudence. jugement, de Puis peut-être prudence. aussi Ouais. rajouter, chaque contexte est unique, donc ça vaut la peine là, Ouais. d'aller voir son conseiller juridique pour pouvoir vraiment avoir leur juste là, pour À ce des niveau-là. préoccupations c'est justement des préoccupations comme celle-là là, avec lesquelles on peut vous aider en tant que juriste. Ben, parfait, merci. On arrive à la fin du webinaire. Il y a eu beaucoup de questions, il y a encore beaucoup de questions. Donc, ce qu'on propose, c'est qu'on va aller avec réponse à ces questions dans le cadre d'un blog qui sera disponible via notre site Internet. Donc, voilà. Je vous remercie encore une fois, Maître Fauteux, Merci. Maître Merci à Ouimet. vous. Ça fut un immense plaisir. Le plaisir a été partagé. Oui, infiniment, oui. Je voulais aussi en profiter pour dire qu'il y a les 1er et 2 mai prochains au Palais des Congrès de Montréal, c'est le sommet du reprenariat. Alors, j'invite tout le monde à s'y inscrire. Ma collègue Chantal va faire passer un petit sondage sur la plateforme. Ça serait bien que tout le monde puisse y répondre. Ça nous aide toujours à améliorer le tout processus continu d'amélioration. Donc, je vous remercie infiniment à toutes et à tous pour votre présence. Merci encore, Dunton Rainville, notre partenaire. Je vous souhaite une belle journée et à la prochaine.